Bonjour, bienvenue à l'émission de Télévision Génération. Mon nom est Pierre Boileau et je vous présente ma co-animatrice aujourd'hui, Marie Gobeil. Bonjour Pierre. Bonjour Marie. Marie, aujourd'hui, le thème que nous allons traiter s'intitule « Quand vient le temps de vivre ailleurs ». Cette émission fait suite à une émission de la série de l'an passé qui s'intitulait « Vivre chez soi ». Nous avions alors exploré les différentes situations que vivaient les gens lorsqu'ils avançaient en âge. Avec l'aide de nos panélistes, nous avions exploré différentes situations. La personne qui voyait l'échéance de loin, une deuxième qui sentait l'échéance arriver et qui commençait à se préparer à quitter sa maison, et enfin une troisième qui avait accompagné sa mère en soins palliatifs. Aujourd'hui, nous explorons ce qui se passe quand vient le temps d'aller vivre ailleurs et qu'on soit obligé, pour des raisons de santé ou simplement de notre choix, de sortir de chez soi. Donc, Marie, nous avons regroupé des gens pour former notre panel. Est-ce que tu pourrais nous les présenter, s'il te plaît? Oui, bonjour, mesdames, parce que nos panélistes sont toutes de sexe féminin aujourd'hui. Alors, je vais vous demander, à tour de rôle, de vous présenter, s'il vous plaît, à commencer par ma gauche, avec Madame Margot La Jeunesse. Oui, bonjour. Moi, je demeure à Buckingham depuis plusieurs années. Je suis partie pour Gatineau à un moment donné, mais je suis revenue à Buckingham. J'ai été ici 25 ans. J'ai été élevée à Masson. Et j'ai vraiment bien réfléchi et j'ai décidé que je quittais mon semi-détaché où ça me demandait beaucoup d'efforts. Et j'ai décidé à un moment donné de m'en aller à la résidence. J'ai donné mon nom à la résidence Bel-Âge, où il y a eu, c'était premier arrivé, premier servi, où je pense que le choix a été fait à partir de là, par numéro. Je pense que ça a été fait d'une façon très honnête. Et j'étais très contente quand on m'a téléphoné pour me dire que oui, j'ai été acceptée. Merci. Autour de Madame Jacinthe Malbeuf. Bonjour, je suis native de Iziou-Vanier. C'est une petite enclave francophone, tout entourée par la grosse ville d'Ottawa. Je suis une retraitée de l'enseignement. J'ai enseigné pendant 35 ans. J'ai 3 enfants, 2 petits-enfants magnifiques. Et j'ai demeuré plusieurs années. Mes 35 années d'enseignement se sont faites à Embrun, qui est aussi un petit village franco-ontarien. Présentement, je demeure à Ottawa. Merci. Et Madame Yvonnette Murray. Bonjour, je suis une personne qui était passionnée de culture parce que j'ai toujours vécu sur des fermes et mon autre métier, c'était de travailler auprès des personnes âgées qui sont dans des très bénéficiaires. Et on a vendu la ferme, je suis à Buckingham depuis 10 ans. Et j'adore Buckingham et je suis très heureuse de faire partie de la communauté de Buckingham. Et je tenais énormément à vivre ici à Buckingham pour faire ma place et avoir un cercle d'amis que j'adore. Et je suis très heureuse d'avoir été acceptée dans la résidence de la Bel-Âge qui nous ont construit pour rester chez nous. Ah, merci. Et je suis très, très, très heureuse. Merci. Notre dernière intervenante, notre dernière panéliste, c'est Madame Marjolaine Bouteau. Bonjour. Bien, moi, je suis profession travailleuse sociale au CLSC Vallée de la Lièvre depuis 14 ans. J'ai toujours travaillé auprès des personnes âgées à domicile. Mais tout récemment, en décembre, je fais aussi un autre travail qui est de recevoir ou analyser les demandes d'hébergement pour les personnes en perte d'autonomie dans le réseau public. Fait que plus tard, on pourra démystifier c'est quoi le réseau privé, le réseau public. Fait que j'ai comme l'expérience de je vois les gens avant, quand ils sont à la maison. On peut aussi les accompagner à décider des fois de sortir de la maison ou d'aller ailleurs. Et on les accompagne pendant et aussi après. Fait que j'ai une bonne idée par rapport au sujet. Donc, j'espère juste partager ça ici avec vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, Marie, notre sujet, c'est quand vient le temps d'aller vivre ailleurs. Et ce que nous remarquons d'abord quand vient le temps de se préparer à partir, souvent la raison est motivée par un état de santé qui se détériore beaucoup, qui ne donne vraiment pas le choix.
Et ce n'est pas vraiment simple à ce moment-là, parce que là, il faut évaluer toutes sortes de choses, il faut tenir compte vraiment de notre état de santé. Et c'est pas toujours, c'est-à-dire que le choix des possibilités n'est pas toujours très vaste. Par contre, on peut décider d'aller vivre ailleurs sans qu'on soit vraiment motivé par, que notre déplacement soit motivé par des raisons de santé. Que ce soit à la suite de la mort d'un conjoint ou qu'on prenne conscience de l'impossibilité d'assurer l'entretien de la maison ou de l'appartement. Ou tout simplement qu'on se dise que la maison familiale où nous avons élevé nos enfants est devenue beaucoup trop grande. Donc, à ce moment-là, il s'agit de quitter la maison ou de décider d'aller vivre ailleurs. Quelle que soit la raison, il faut se dire que quitter une maison où on a vécu pendant plusieurs années, ça reste un deuil. C'est-à-dire que, d'abord, on y a souvent vécu longtemps et c'est pas facile de quitter un endroit qui est chargé de souvenirs. Puis avant de faire un choix, il faut regarder les différentes options qui s'offrent à nous. Puis, en plus de ça, il faut malheureusement faire un tri de ce que nous apporterons avec nous. Puis souvent, pour avoir parlé avec des gens, on dit toujours, ben garde, on pensait qu'on avait de la place, mais on n'en aura pas. Donc c'est toujours, en plus du deuil de quitter le lieu, il faut abandonner des objets qui nous ont accompagnés pendant longtemps. Toutes ces démarches demandent du temps. Puis, quand on part pour aller vivre ailleurs, il ne faut pas penser que dans l'esprit des gens qui le font, que c'est comme partir pour aller en colonie de vacances. Puis ici, il faudrait peut-être lancer un petit signal aux enfants qui accompagnent ces parents qui vont vivre ailleurs, c'est de dire, bien, essayez de les supporter, éviter par exemple de mettre des bâtons dans les roues ou de compliquer les choses, parce que c'est déjà pas une démarche facile, et si en plus de ça, les gens sont obligés de gérer des conflits à l'intérieur de la famille, bien, ça complique les choses. Quelle que soit la décision, ce qui est important, c'est d'évaluer vraiment les besoins, l'état de santé, de façon réaliste. Souvent, on a tendance à se dire « Ah, je suis capable de faire ça, je suis encore capable de faire ça », mais je pense qu'à un moment donné, tout ça qu'on disait que ça prend du temps, je pense qu'il faut vraiment voir la situation de façon réaliste pour que le choix que nous allons faire soit le meilleur choix possible. Donc, suite à ces premières indications, je pense qu'on peut aller voir nos panélistes pour compléter l'état de la situation. Je vais commencer par Mme Margot La Jeunesse. Je vais vous demander comment se fait-il que vous avez quitté ce qu'on appelle un semi-détaché pour vous installer à la résidence Bel-Ange. Puis, comment vous êtes préparé mentalement à faire ce choix-là? Comme Pierre disait tantôt, oui, j'ai fait beaucoup de deuil dans ma vie, entre autres le décès de mon mari il y a déjà 25 ans. J'ai quitté la maison où on avait élevé 5 enfants. Et où mes enfants, il y en avait plusieurs encore qui étaient avec moi. En tout cas, tout le monde a vieilli et j'ai vendu la maison. Je me suis en allée à Gatineau parce que bon, j'avais un travail qui était là. Je me suis acheté un condo, donc je connais la vie des condos. Quand je suis revenue à Buckingham, j'ai décidé de louer. Je ne voulais plus avoir de propriété. Et je vis dans un condo, un semi-détaché que j'aime beaucoup, 2 étages, avec le sous-sol, c'est 3 étages, j'avais une sécheuse en bas. Et quand j'ai entendu parler qu'il y avait un projet, j'ai soumis ma candidature. Je commençais déjà, 1 an auparavant, à me dire, moi, je ne peux plus rester ici tout le temps. Mes enfants m'ont toujours appuyée, mais ils ont tous des enfants. Et ils venaient couper le gazon, ils venaient déneiger. En tout cas, c'était rendu peut-être pas si difficile pour eux, mais difficile pour moi de les voir à faire tout ça. Et je me suis dit, non, je pense que je suis rendue là à m'en aller en appartement. Parce que c'est pas pour moi, c'est pas une résidence, c'est un appartement. Et je suis allée visiter. C'est sûr que je continue à faire des deuils. Et comme j'en ai fait beaucoup dans ma vie, là, je suis rendue là. Je suis capable aussi quand je prends une décision, de vivre avec ce qu'il y a avec ma décision. Donc, c'est sûr qu'en visitant, moi, j'avais demandé 2 chambres à coucher. J'ai 12 petits-enfants. Et j'aime ça les garder de temps en temps. Pas qu'ils viennent vivre chez nous, mais je voulais avoir une 2e chambre pour pouvoir les loger s'ils viennent coucher une fin de semaine.
J'ai été comblée, oui, j'ai ça. Je me sens chez nous, mais définitivement qu'il y a beaucoup de meubles qui n'entrent pas là. Mais comme j'en ai déjà laissé aller auparavant, parce qu'avec les déménagements, bien, je suis rendue là, puis je me dis, des meubles, je les ai beaucoup aimés, je les ai il y a longtemps, mais c'est des meubles. Donc, c'était pas un coup de tête? Ah, pas du tout. Pas du tout. C'est un très concours de réfléchi. circonstances. Oui. S'il n'y avait pas eu la résidence, est-ce que vous auriez quand même... Je ne sais pas ce que j'aurais fait, mais je commençais à trouver ça très lourd. Oui. Oui. Pour moi, ça a été un bienfait d'entendre parler que oui, il était pour avoir une résidence. Bon. Puis je m'implique beaucoup dans la communauté. Oui, ça, on le sait, on est au Fait que courant. je me dis, bon, ben c'est une chose de plus. Puis je suis très, très heureuse de ma décision. Merci. Merci beaucoup. Maintenant, Jacinthe, vous, comment vous êtes-vous préparé mentalement avant de quitter votre demeure? Qu'est-ce que vous avez, comme deuxième question, quelles grandes difficultés, est-ce que vous avez perçu des grandes difficultés quand c'était le temps de laisser aller là, un village, une maison, un chez-soi, un quartier? D'abord, j'ai été invitée à cette émission ici parce que j'ai fait le choix de vendre ma maison, ma grande maison en campagne, dans le petit village d'Embrun, et de revenir dans la grande ville d'Ottawa. Alors, le changement est assez grand, je dois vous dire. C'est à la suite du départ de mon vieux, mon mari décédé il y a une dizaine d'années, et puis c'était un départ subi. Alors, je me suis retrouvée avec la grande maison. À ce moment-là, j'étais encore dans l'enseignement. J'enseignais en Brun, donc c'était pratique pour moi de garder la maison. Mais avec les années qui ont passé, j'ai pris ma retraite. Je me suis retrouvée propriétaire d'une immense maison, toute seule la plupart du temps. J'ai une grande fille, mais elle n'était pas toujours là. Et ben là, les réparations s'installent quand la maison prend de l'âge. Et puis, je me sentais vraiment pas prête à faire face à toutes ces réparations-là. Et de plus, je me suis aperçue que quand je me suis retrouvée à ma retraite, j'ai décidé de faire partie du groupe Retraite en Action qui existe en Ottawa. C'est un petit peu comme l'ARO à Gatineau. C'est pour les gens retraités. Alors, c'est Retraite en Action, c'est retraite pour les gens retraités d'Ottawa, francophones. Et puis, on a beaucoup de groupes de choix d'activités, de conférences, etc. Alors, je faisais la route régulièrement en Brun-Ottawa. C'est pas très long, c'est une 50aine de kilomètres. Sauf que durant l'hiver, on a un petit rang là, d'Embrun à la 417 qui devient très glissant. Auparavant, j'avais mon vieux qui me transportait régulièrement, mais quand je me suis retrouvée... Alors, avec toutes ces raisons-là, j'ai décidé de vendre ma maison. J'avais l'intention de m'acheter une plus petite maison. Puis tout à coup, je me suis aperçue que peut-être c'était pas ça que je devais faire. C'était vraiment le choix du condo qui s'est imposé. J'étais en visiter plusieurs. Puis là, le choc est encore plus grand. J'ai très, très peu déménagé dans ma vie, 3 fois, je pense, à Ottawa, à Embrun, puis là, à Ottawa, de retour à Ottawa. Et j'avais énormément de choses. Je suis une ramasseuse, alors compulsive, et j'ai beaucoup, beaucoup de livres, entre autres, dont j'ai dû me débarrasser. Puis des livres, moi, ça fait partie un petit peu de moi. Alors, c'est des deuils à faire. Mais par contre, je suis un petit peu comme Margot, j'ai l'impression qu'après un bout de temps, quand ma décision a été prise, que je me suis dit, je ne prends plus cette grande maison-là, je suis prête à laisser. Alors, la décision s'est faite et puis j'ai eu la chance de déménager dans mon condo durant l'hiver. Et c'était comme un petit cocon un peu. Je me sens qu'on s'est apprivoisé, lui et moi. Et puis, finalement, c'était très bien. Donc, après l'émotion, c'est le rationnel qui rentre en ligne de compte. Oui, absolument. Ouais. Le rationnel, mais l'émotion qui est bonne aussi, du renouveau. Ouais. J'étais contente. Je me suis dit, ben tiens, c'est un nouveau départ aussi. Puis une nouvelle façon de se faire un réseau d'amis différent de ce que lui que j'avais à Embrun, qui est très, très important pour moi. Vous avez l'air sereine. Très, oui. Peut-être le choix est bon. Un beau choix. Oui, un beau choix. Merci. Merci. Autour maintenant de Mme Murray, comment vivez-vous le processus de déménagement? Parce que c'est bientôt, là. Oui, ça s'en vient. Une semaine ou deux. Ouais. Est-ce que vous avez eu l'aide de votre famille? Oui, les enfants ont toujours été avec nous autres dans nos décisions quand on décidait de
de changer de vue vu notre âge qui avance aussi. Eux autres, ils veulent qu'on soit confortable et que les décisions qu'on prenne, bien, que ça soit à l'égard de nous autres mêmes qui les prennent. Excusez-moi, vous dites on ou nous. Madame la jeunesse vit seule. Vous, Ben, moi, c'est parce que j'ai encore un mari. Ah bon. Ça fait que quand on prend des décisions, ben, je veux dire, je ne suis pas seule. Mon mari, il fait partie de la vie avec Oui. nous autres parce que j'ai 4 enfants. J'en ai eu 5, mais j'en ai perdu un. Avec les 4 enfants qui sont quand même proches de nous, mais en même temps loin parce qu'ils ont toute leur activité, ils ont leur vie à faire aussi. Et j'ai 5 petits-enfants. Qui sont quand même proches des grands-pères et des grands-mères. Même eux autres aussi sont quand même des adultes maintenant parce que le bébé a 17 ans. Ça fait que le plus vieux, bien, il est dans l'armée. Ça fait qu'on le voit moins fréquemment, lui. Est-ce que vous avez peur de déménager dans un endroit où il y a tant de voisins? Non, non. Moi, je suis une personne qui s'adapte à tout parce que j'ai déménagé énormément de fois dans ma vie, tout comme Madame la jeunesse a dit. J'ai fait des deuils, beaucoup de deuils, parce que j'ai déjà passé au feu, j'ai tout perdu, j'ai recommencé à zéro. Je me suis toujours dit que les meubles et les choses qu'on a, c'est du matériel. Il y a d'autres choses de plus importantes dans la vie que des meubles ou des objets. On a un entourage, on a des amis, on a des personnes qui vivent avec nous autres tout le tour. Je pense que ça comble nos attentes. Et vivre là-bas, non, pour moi, c'est un logis. C'est pas une résidence comme telle de personnes âgées, pas vrai. C'est des personnes qui sont pris des choix d'aller vivre en communauté avec des personnes qui sont pas plus alertes que moi et les autres, mais je pense qu'on est rendu là aussi, hein? Notre âge aussi le permet là-dedans aussi. Ça fait que c'est une adaptation qu'on va vivre puis qu'on va cheminer au jour le jour. Puis je pense que je vais être heureuse là-dedans aussi. Vous avez une belle philosophie de vie. C'est dans mes attentes. Oui. Merci. Maintenant, notre spécialiste qui ne déménage pas, mais qui peut nous donner plein de conseils. Je vais en arriver là un jour. Quelles sont les démarches nécessaires pour avoir accès à une place dans un secteur public? Oui. Bien, premièrement, c'est ça, il faudrait faire la différence. C'est quoi le secteur public et le secteur privé? C'est que quand on parle du secteur je vais commencer par le privé. On parle de la résidence Bel-Âge, c'est un organisme communautaire à but non lucratif, mais privé, on parle de résidence où c'est des propriétaires qui ont une maison puis ils décident de garder des gens. Mais là, des gens qui ont une perte d'autonomie quand même. Ça peut être aussi un peu comme à Cité-Jardin, La Gap, à Gatineau, où c'est vraiment des grands buildings qu'on a, bâtiments, où c'est des appartements, mais tu as aussi le choix avec des services. Ça, c'est tout du privé. Et ça, il n'y a pas de démarche ou il n'y a pas de façon. C'est que vous vous présentez, vous magasinez, vous choisissez d'avoir une place, vous dites j'aime telle place. Vous signez un bail, il y a des choses il y a plein de conseils avant de signer le bail. Et nous payons. Pardon? Et nous payons. Et vous payez. Oui. C'est ça. Donc ça, nous, au CLSC ou les travailleurs sociaux, on n'a pas affaire à ça. C'est vraiment les personnes qui vont eux-mêmes se magasiner ou décider d'aller vivre à quelque part, dans une résidence, condo, appartement. Fait que ça, c'est vraiment le privé. Mais il faut quand même dire que dans le privé, il y a aussi pour autonomes, il y a aussi pour les gens moins autonomes. Donc là, s'il y a des services, c'est sûr que les coûts sont associés à ça. Mais encore là, vous pouvez choisir de vous-même d'aller vivre à ces endroits-là. Ou que nous, le CLSC, on rentre en ligne de compte, c'est au niveau du réseau public. Le réseau public, bon, c'est ça, pour avoir accès à ça, il faut avoir des conditions, il faut avoir une perte d'autonomie. Premièrement, qui veut dire une perte d'autonomie à plusieurs niveaux. Ça peut être au niveau, on appelle ça les activités de vie quotidienne. Est-ce qu'on peut manger seul? Est-ce qu'on a besoin d'aide pour se laver? Est-ce qu'on a des problèmes au niveau de la mémoire, la compréhension? Est-ce qu'on a des problèmes de mobilité?
Fait que ça, c'est toutes des conditions que pour nous, c'est une perte d'autonomie, que là, vous avez besoin d'un endroit où il y a des soins, des services. Donc là, une résidence dans le réseau public va s'apprêter pour vous, va être bonne. Fait que pour ça, il faut vraiment identifier c'est quoi vos besoins. Donc, ça part de vraiment la porte d'entrée, c'est le CLSC, dire, bon, moi, je ne peux plus rester à la maison pour X raisons. Vous téléphonez au CLSC, j'ai besoin de me faire référer à un endroit. Et de là, il y a un travailleur social qui va être attitré à vous. Madame, est-ce que ça prend aussi un billet du médecin? Pas du tout. Non? Pas du tout. Seulement à travers par le pour rentrer au CLSC, pour avoir accès, vous n'avez pas besoin du médecin. Par contre, si on s'enligne vers une demande comme le centre d'hébergement, une résidence intermédiaire, on va demander un rapport du médecin. Parce que c'est lui qui peut nous dire c'est quoi vos diagnostics, c'est quoi vos médicaments et tout ça. Et ça part beaucoup de les capacités et incapacités de la personne. C'est ça qui va décider c'est où la place la meilleure qui peut vraiment compenser pour les pertes de la personne. C'est sûr aussi, il faut le consentement. Des fois, on a des enfants qui peuvent venir nous cogner à notre porte, dire, ma mère ou mon père, il devrait être hébergé, mais il faut aussi, premièrement, que la personne âgée, elle soit consentante. Ça, c'est bien important. Si à ce moment-là, elle n'a pas la capacité à consentir, on va demander à une personne déléguée, soit de façon légale ou un enfant ou un frère, une soeur, un conjoint, de faire la demande. Mais c'est important que le consentement soit là, que la personne comprenne les démarches qu'on fait. Et aussi, le choix de la personne aussi va être important. On va vous demander, c'est où vous voulez aller? Est-ce que vous voulez rester dans le secteur de la Lièvre? Parce qu'il faut aussi dire que maintenant, on est le CSS Papineau, on dessert la Lièvre et aussi la Petite-Nation, la région de la Petite-Nation. Donc, c'est important que les personnes peuvent dire c'est quoi leur désir, leur choix. Mais madame, si jamais je veux avoir un choix ici, dans mon secteur, à Buckingham, il n'y en a pas du tout, puis qu'on me dit, il y a une place à Saint-André ou à Ripon ou à Petite-Nation. Si vous êtes à domicile, je suis obligée d'accepter? Non. Si vous êtes à domicile, vous pouvez refuser. On vous offre une place, vous n'êtes pas prêt, vous pensez que vous étiez prêt, puis à ce moment-là, ça s'est restabilisé à la maison, vous pouvez refuser. Et votre nom va quand même rester sur la liste si vous le désirez. Oui. Oui. Vous avez parlé tantôt de soins intermédiaires, entre, par exemple, autres que le centre d'hébergement. Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que c'est précisément? OK. Dans le réseau public, souvent, on va dire, bon, je dois être placé ou aller en hébergement. Puis souvent, ici, à Buckingham, on va penser au centre d'hébergement Vallée de la Lièvre, communément appelé le centre d'accueil. Mais ce n'est pas seulement la seule option qu'il y a. C'est la première option, il y a les résidences de type familial. Ça, c'est une résidence, c'est une maison vraiment de type familial, où c'est une maison privée. C'est un contrat que quelqu'un a fait avec le CLSC ou avec le CSS. Et eux, ils offrent des services pour des gens qui ont un tel type de perte d'autonomie. Donc, le gîte est couvert et fourni, les repas, les collations, on peut vous donner certains soins. Ça, c'est le premier niveau de soins. Après ça, si ça ne vous convient pas, on s'en va vers une résidence de type intermédiaire, qui est une étape avant le centre d'hébergement. Parce que là, il y a un service de nuit, il y a des soins au niveau de la personne. Et aussi, il ne faut pas oublier que toutes ces deux résidences-là, le CLSC va offrir des services. Et on en a plusieurs ici? Dans le territoire Vallée de la Lièvre, on a seulement une qui est spécialisée pour les personnes qui ont des problèmes avec des démences, troubles cognitifs. Et à la Petite-Nation, il y a la résidence Château, le Château à la Petite-Nation. Par contre, bientôt, on va en avoir deux autres dans le secteur ici qui vont ouvrir. C'est comme une alternative ou une démarche avant d'aller au centre d'hébergement, où que les soins sont donnés. Et c'est beaucoup plus familial, c'est moins institutionnel. Après ça, les résidences intermédiaires, on s'en va vers le centre d'hébergement. Et
après le centre d'hébergement, qui est après le plus haut niveau de soins, c'est les soins de longue durée, qui est au 2e étage à l'hôpital. Plus souvent, on dit le 2e étage à l'hôpital, c'est l'endroit où c'est le plus haut niveau de soins. Fait que c'est certain que l'endroit choisi ou qui est choisi pour vous est vraiment selon les besoins. Je pourrais parler plus en détail plus tard là, au niveau de ces résidences-là, le temps d'attente et tout comment ça se passe. Mais c'est certain qu'il faut identifier les besoins. Il faut pas... on a toujours l'optique, pourquoi envoyer quelqu'un qui est semi-autonome dans un endroit où il y a des grands malades, des grands besoins? Est-ce que c'est sa meilleure place? Il faut regarder la qualité de vie pour la personne. Donc, il y a quand même différents types d'hébergement. Il n'y a pas seulement le centre d'hébergement, Vallée d'Aliéra. Merci beaucoup. Merci. Donc, on a vu, Marie, que c'est pas toujours facile de faire les choix, mais je pense que les gens, nos panélistes, en tout cas, ont fait des choix de façon, je dirais, réaliste, même si émotivement, c'est pas toujours simple, facile. Il nous reste quelques minutes dans cette première partie. J'aimerais ça qu'on fasse peut-être un autre petit tour de table assez rapidement, par contre, puis qu'on demande à nos panélistes s'ils avaient donné un conseil en quelques mots à une personne qui est prise à faire ce choix-là. Ça serait quoi, par exemple, Madame la Jeunesse, Margot? Bien, je pense que c'est d'évaluer les pour et les contre. OK. Qu'est-ce qui est avantageux si je m'en vais là? Moi, je vois beaucoup plus d'avantages que de désavantages. Et puis, si l'autre avantage de rester où on est. Okay. Et moi, je peux dire que dans le cas de mes enfants, on m'a encouragé beaucoup, on m'aide beaucoup là-dedans. Je pense que les enfants commencent à être un petit peu inquiètes, à me voir courir dans l'escalier, dans les escaliers, et à voir tout ce que j'avais à faire, parce que c'était quand même assez grand. Ouais. Puis pour eux, je m'en vais pas en hébergement, je m'en vais vraiment dans un appartement. Okay. Et moi, c'est comme ça que je le conçois. OK, merci. Jacinthe, quel serait le conseil que vous pourriez donner à quelqu'un qui a ce choix à faire? Je me suis aperçue que, tout d'abord, mes enfants étaient très surpris de mon choix parce que la maison était très grande, le terrain magnifique. Et puis, c'était une place de rassemblement aussi. Je me retrouvais en condo, où la place de rassemblement est beaucoup plus petite. C'est un petit désavantage. C'est définitivement pour moi, là, de toute façon. Mais je me suis aperçue, par contre, que des fois, il faut laisser partir des choses pour avoir du nouveau. Et puis, faire des projets. Anticiper le départ comme une façon de faire autre chose, d'essayer autre chose, d'inviter. Alors, maintenant, j'avais une nouvelle place pour inviter les amis. Et puis, alors, il faut vraiment, je pense, y mettre un petit peu de vie dans ce départ-là, dans ce qui s'en vient, de le voir avec plaisir, presque. Puis ça change toute l'optique. Merci. Madame Murray, vous, un conseil, quelqu'un qui doit faire ce choix-là, qu'est-ce que ce serait? Bien, je pense que c'est d'évaluer ses besoins, là, de savoir si elle est heureuse dans ce qu'elle vit, où ce qu'elle est. Et, à un moment donné, bien là, ça peut faire un choix d'aller vivre dans une place où qu'elle se sentirait plus entourée, plus en sécurité. Puis... Quand on est rendu à un certain âge, on s'aperçoit que c'est grand dans des grands appartements, des 3 étages, des escaliers. Fait qu'à un moment donné, bien, je pense qu'il faut faire le choix d'aller où c'est plus fonctionnel, où ça demande beaucoup moins d'efforts. Puis moi, c'était mon cas. C'est que je suis encore bien alerte, mais je veux dire, des escaliers, 3 étages, ça devient un peu lourd, travailler, puis descendre, puis tout. Et j'ai subi une opération. J'ai pas trouvé ça si commode que ça, d'être pris dans une chambre en haut, là. Ça fait que j'ai trouvé la chambre assez monotone à un moment donné, là. Fait que je pense que mon choix était très bien approprié pour changer de... Mais j'imagine aussi qu'il faut regarder son budget. Oui, il y a le moi, budget aussi. Choisir, ce serait peut-être le luxe, mais... Il y a le budget aussi qui fait beaucoup aussi. Il faut aller selon nos moyens aussi. Il faut vivre avec ce que c'est qu'on est capable d'avoir
le peu qu'on a, parce que, je veux dire, on n'est pas riche. Fait que... Bien, je vous remercie beaucoup de vos suggestions puis de vos conseils. Donc, nous sommes déjà rendus à la moitié de notre émission, donc nous allons aller à une courte pause et nous reviendrons tantôt avec les différents types d'hébergements possibles. Ça, c'est ma jambe quand j'avais 3 ans, 4 ans. Ben, 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 ans et j'ai 5 jambes. C'est ma jambe de ski. Nous sommes de retour pour la deuxième partie de notre émission « Quand vient le temps d'aller vivre ailleurs ». Donc, nous avons vu dans la première partie que c'est pas facile de quitter sa maison, il y a beaucoup de choses dont il faut tenir compte, mais que ça peut être d'une certaine façon un certain soulagement de voir qu'on a trouvé quelque chose qui nous convenait. Quand on parle de quitter sa maison, différentes options s'offrent à nous. On a vu en première partie que Mme Bouteau nous a donné certains aspects du secteur public et du secteur privé. On va revenir tantôt pour ajouter certains détails sur ces aspects-là. Maintenant, quelles sont les options qui peuvent s'offrir à nous quand vient le temps de quitter notre maison? Il y a des gens qui pensent un petit peu plus loin en disant, bien, la maison que j'ai est un peu trop grande, peut-être que si je me trouvais une autre maison unifamiliale, peut-être avec un plancher plutôt que 2, 3 étages. Donc ça, c'est une possibilité. L'autre possibilité, on a parlé, il y a eu une certaine mode ou une certaine tendance à un moment donné des maisons intergénérationnelles, où les enfants décident, regarde, on va faire un appartement avec une entrée privée, puis vous allez pouvoir rester près de nous, etc. Il faut dire que ce concept-là n'est pas très répandu. Il n'y a pas nécessairement de programme spécifique au niveau du gouvernement. Je sais qu'il y a des normes établies, mais il n'y a pas vraiment de programme spécifique d'aide aux rénovations ou à l'adaptation des maisons. Il faut, dans tous les cas, s'informer auprès de sa municipalité pour être bien certain qu'on respecte tous les règlements municipaux. Il y a aussi les condos qui sont populaires. Donc, de plus en plus, on voit tous les jours dans les journaux l'annonce de construction de nouveaux condos. Ça peut être une solution intéressante, mais il faut vraiment évaluer l'option du condo parce que souvent le prix annoncé cache d'autres choses parce qu'on sait que dans les condos, il y a toutes sortes de frais de condo qu'on appelle qui couvrent toutes sortes de services et souvent entre le prix d'achat et le coût réel, il y a une bonne marge. Et malgré le fait de la popularité des condos, il y a des gens qui optent pour l'appartement traditionnel où on loue un appartement dans un bloc ou dans une maison qui compte 2 ou 3 appartements. Et selon un article qui est paru dans l'actualité, dans certains cas, ça peut être la solution la plus rentable pour certaines personnes, dépendant de leurs besoins puis dépendant de leurs revenus. Il y a des maisons de retraite évolutives. Tout le monde connaît ces espèces de grosses tours où il y a plusieurs appartements. Puis l'idée d'évolutive, c'est qu'à un moment donné, il y a des secteurs pour les personnes autonomes, semi-autonomes. Puis à mesure que la santé se détériore, bien, il y a des secteurs où il y a des sections de ces maisons-là, de ces maisons de retraite, où on offre de plus en plus de soins. Donc ça peut être une possibilité. Encore là, il faut vraiment tenir compte de ces capacités monétaires et des soins offerts. Donc, quel que soit le choix que vous envisagez, il faut se demander qu'est-ce qui nous convient le plus, quel est le coût réel qui est non négligeable.
Autre aspect, c'est où est située ma nouvelle résidence. On a vu tantôt que les gens ont dit, bien, nous autres, c'est important parce qu'on pouvait rester dans le même secteur, on pouvait rester près de nos amis, on pouvait rester près de notre famille. Quelle est la réputation de la résidence choisie? On a entendu parler de toutes sortes d'histoires d'horreur, mais à un moment donné, il faut faire attention aussi à la publicité. Certaines publicités pour les résidences, surtout quand on parle de maisons de retraite évolutives, là, on a l'impression de vivre dans des châteaux. Évidemment, il y a un coût à ça, mais souvent, la réalité n'est pas nécessairement ce qu'on nous présente. Aussi, il faut voir quels sont les services offerts. Il y a des gens qui sont assez autonomes, qui demeurent assez actifs. Bien, c'est important à ce moment-là de vérifier quels sont les services qui sont offerts. Est-ce que c'est possible de faire de la natation? Est-ce qu'il y a un centre de conditionnement physique? Ou est-ce que ces services-là, s'ils ne sont pas tout près ou s'ils ne sont pas à l'intérieur de la résidence, est-ce qu'il y en a qui sont prêts? Donc, quelles que soient les possibilités ou le choix qu'on va faire, il reste une chose, c'est qu'il faut, je pense, prendre son temps, puis il faut quand même savoir évaluer ce qu'on veut, puis qu'est-ce qui peut nous convenir. Donc, Marie, je pense qu'on pourrait retourner à Mme Bouteau pour voir un petit peu... Oui, on aimerait ça que si vous pouviez détailler les différents services d'hébergement. Puis, on voudrait savoir le coût, le temps d'attente. OK. Comme j'ai mentionné plus tôt, il y a comme un degré de niveau de soins. Hein? On part à la base pour aller à un plus haut niveau de soins. Donc, le premier niveau de soins dans le réseau public, on appelle ça une résidence de type familial. Une abréviation, c'est RTF ou dans notre jargon. C'est une maison souvent unifamiliale avec, dépendamment ça peut aller de 4 à 6, 7 chambres, avec des salons communs, tout ça. Et les services qui sont offerts, de base, certainement, c'est les repas, la lessive, le ménage de la chambre. Ça peut aller, si vous avez besoin d'injection d'insuline, que la personne n'est plus capable de le faire, les infirmières vont aller apprendre, démontrer au propriétaire de faire l'injection pour vous. Si vous avez besoin de l'aide pour votre hygiène personnelle, ils vont aussi offrir ce service-là. Comparativement peut-être à une résidence un peu du même type, mais qui est privée, ils vont peut-être pas nécessairement l'offrir. Tandis que, Dans ce genre de résidence, il me semble qu'on perd beaucoup de liberté. Est-ce qu'on peut avoir une automobile? Je vous dirais que si vous êtes admissible pour un endroit comme ça, vous n'êtes pas assez en forme ou vous n'avez pas assez d'autonomie pour avoir une voiture. Quand je vous disais, l'accès à ces résidences-là, il faut qu'il y ait une perte d'autonomie. Ah bon? Les gens que si vous avez encore votre voiture, que vous n'avez pas de problème de mobilité, ni au niveau cognitif, physique, mais souvent, ils vont plus se retrouver dans le réseau privé, en appartement, en condo. Mais pour avoir accès à ces résidences-là, il faut avoir une assez grande perte d'autonomie. Puis, encore là, c'est le CLSC qui... C'est ça, du fait que nous, bien, qu'on va évaluer, il y a le travailleur social toujours qui va évaluer avec le rapport du médecin. Et ça, ces demandes-là, moi, je les reçois. Je fais certain que le travailleur social, lui, a donné un bon portrait de la personne. Et moi, je le présente à un comité qui est un peu des gestionnaires qui s'assoient. Et selon les besoins, on sait que cette personne-là, elle va recevoir des soins dans une RTF, dans une résidence de type familial ou une autre résidence. C'est ça que dans notre secteur, ici, Vallée de la Lièvre, on a 2 résidences. On a une à Masson-Angers et on a une à Tursault. Est-ce que vous êtes au courant des coûts? Oui, c'est des tarifs qui sont provinciales. Hein? Et c'est dans les 860 $ par mois que ça va coûter minimum à la personne. Minimum? Maximum. Ah oui? Maximum, parce que c'est des résidences qui sont subventionnées. C'est pour ça qu'on parle de réseau public, c'est qu'il y a une subvention. Et
le propriétaire, lui, va recevoir aussi, c'est ça, il n'est pas payé 860, il y a la contribution de la personne est 863, mais le gouvernement, le ministère de la Santé va donner une subvention au propriétaire. Et ça, c'est un contrat, et cet endroit-là, c'est vraiment, pour nous aussi, le domicile de la personne, c'est un milieu de vie. Donc, vous avez besoin d'une infirmière, d'un médecin, d'un ergothérapeute, les services du CLSC, nous, on va à ces résidences-là. Et est-ce qu'on va payer à chaque service demandé? Non, c'est un taux... À la carte, non? Non, pas du seulement tout. au privé, Non, ça? c'est pas comme au privé. Oui. Non, non, du tout. Si vous avez besoin de plus de soins, entre autres, surtout la nuit, comme le premier niveau de soins, je vous ai décrit en résidence de type familial, la nuit, il n'y a pas de service. Par contre, il y a toujours une présence, une surveillance. Les propriétaires, ils vont dormir. Par contre, si vous avez besoin d'aide, il y a une cloche quand même ou un système d'alarme. Si vous avez besoin d'aide, ils vont se lever puis ils vont aller vous aider. Mais si vous avez besoin d'aide de façon plus souvent, de façon continue la nuit, bon, mais cette résidence-là, elle n'est pas à vous. On va plus aller vers une résidence intermédiaire, où ce que la gamme de services est un peu plus élevée. Et dans les résidences intermédiaires, tu ne doutes les gens qui ont des problèmes de mobilité ou des problèmes qui ont des problèmes cognitifs. Ils ont spécialisé un peu sur leur type de résidence. Ici, à Vallée de la Lièvre, je vous ai dit tantôt, il y en avait une. Et prochainement, dans les prochains mois, on va en avoir une autre pour des problèmes au niveau cognitif et un autre au niveau de la mobilité, au niveau de résidence intermédiaire. Et ça, le coût, encore là, va être à peu près 1 153 $ par mois pour la personne. Pardon? 1 150 $ par mois. Et ça aussi, c'est parce que c'est subventionné. Il ne faut pas oublier aussi qu'on est au Québec. Toute personne a droit à des services, un service d'hébergement, à de soins. Donc, si la personne n'a pas la capacité à payer ça, il y a quand même encore une demande de subvention que la personne peut aller faire auprès du ministère, de la Régie de l'assurance maladie du Québec. Un autre niveau de soins qui est donné suite à ça, c'est le centre d'hébergement de Vallée de la Lièvre, communément appelé le centre d'accueil. Ça, on parle de niveau de soins beaucoup plus élevé, des grands problèmes de mobilité ou des grands problèmes au niveau cognitif, où ce que là, on a besoin qu'il y ait une infirmière sur place en tout temps, des préposés aux bénéficiaires, où ce que vraiment la personne est beaucoup plus grabataire. Ça aussi, ça a son coût. Il y a des chambres privées, semi-privées. Donc, les coûts pour une chambre privée est de 1 700 $ par mois. Mais encore là, chaque personne a droit à ce service-là. Donc, si la personne ne peut pas payer ça, il va demander, on appelle ça une exonération financière, il va demander une subvention au gouvernement. Oui. Moi, madame, c'est parce que j'ai entendu toutes sortes de sons de cloche. Est-ce que c'est vrai? Bon, nous sommes deux. Je suis placée au centre d'hébergement. Est-ce qu'on va toucher à ma rente, c'est sûr? Est-ce qu'on va vendre la maison? Est-ce qu'on va aller voir dans les comptes de banque? Est-ce qu'on prend aussi une partie de l'argent du conjoint? Ou si c'est individu par individu selon... Il y a toutes sortes de conditions. Qui fait que, oui, quand on dit on va aller voir des comptes de demande, aussitôt qu'il y a une demande de subvention financière, c'est certain que le ministère va regarder, voir c'est quoi votre patrimoine. Il va aller voir, bon, votre capacité à payer. Fait que dans le fond, c'est toujours d'aller vérifier la capacité à payer de la personne. Et si vous êtes au centre d'hébergement, votre conjoint est à la maison, bien, ça, c'est pris en compte. Il y a comme une déduction qui est mise sur le montant parce que la personne est à la maison et doit subvenir à ses besoins à la maison. Je vous dirais que nous, au CLSC, c'est pas nous qui va déterminer combien vous allez payer, mais
faudrait peut-être référer les gens à la Régie de l'assurance maladie du Québec. Vous pouvez téléphoner, avoir des renseignements par rapport à ça. Ou sur le site Internet, c'est très bien expliqué comment ça coûte. Puis, selon votre situation, vous pouvez même faire un calcul, voir comment ça pourrait peut-être... mais si vous ne demandez pas d'aide financière, il n'y a personne qui va aller fouiller à nulle part. Puis, il y a toujours aussi une loi qui dit que vous avez besoin d'argent personnel pour l'argent de poche. Payer vos vêtements, si vous fumez, vos parfums. Acheter son bonbon. C'est ça. Fait qu'il y a comme un montant d'argent quand même qui est gardé là, pour vos dépenses personnelles. Merci. Merci beaucoup, madame. Marie, il faudrait peut-être retourner aussi aux membres de notre panel pour voir quels sont leurs points de vue au sujet des avantages ou des inconvénients. Oui, merci. On va demander à Madame la jeunesse quels sont les avantages et les désavantages d'aller vivre. Vous avez dit, on dit résidence parce que le mot est lancé, résidence Bel-Âge, puis vous êtes deux à nous reprendre, à dire non, je serai locataire, je ne suis pas dans une résidence, mais quels sont les avantages et les désavantages par rapport à une maison à loyer ou à... Moi, dans mon cas à moi, c'est financier aussi. Dans le sens que moi, j'ai eu des malchances dans ma vie. Je n'ai pas à raconter ma vie ici, là. Oui. Mais ça fait beaucoup mon affaire parce que quand tu payes pour le déneigement, tu payes pour le coupe de gazon, il y a toutes sortes de frais inhérents. Et là-bas, l'électricité, bien, c'est neuf, c'est beaucoup moins cher. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup d'avantages de ce côté-là. Comme mes enfants me disent aussi, et quand, au début, je disais, oh mon Dieu, je fais une bonne chose, pas une bonne chose. Bien, maman, tu vas pouvoir commencer à vivre. Tu sais, parce que on peut faire toutes sortes d'activités. Le côté, peut-être, je pense qu'il faut vouloir devenir patient. Il y a un ascenseur, on est quand même 60 logements. On se bousculerait peut-être pas à l'ascenseur, mais je pense qu'il faut falloir devenir patient dans les activités, dans tout. Et je pense qu'on est rendu là. Moi, en tout cas, je pense que je suis patiente. Et non, moi, dans ma tête, je vais être très heureuse. C'est ça. Merci. Maintenant, Madame Jacinthe, quels sont les avantages et les désavantages à vivre dans un condo? Puis, est-ce que vous êtes adapté facilement à vivre en ville? J'ai quand même demeuré mes premières 20 quelques années, je demeurais à Vanier, qui est à l'intérieur d'Ottawa. Alors, j'étais une fille de ville, puis on descendait souvent aussi. Je veux dire, en Brun, c'est pas assez loin. Oui. Mais je m'aperçois, par contre, que vivre en ville, à mon âge, c'est différent. C'est certain que j'aime beaucoup la proximité de toutes les activités culturelles, le cinéma, le théâtre, les conférences, l'autobus aussi qu'on peut prendre pour se rendre au centre-ville. C'est magnifique. Puis je suis à côté. La piste cyclable. Les pistes cyclables et les parcs. Il y a beaucoup de parcs, Alors, puis j'ai la chance aussi d'avoir une belle vue de mon condo, ce qui fait que ça m'a réconcilié un petit peu avec le fait que j'avais plus cette nature-là à portée de la main. Par contre, du point de vue financier, puis je réalise que probablement que ça m'aura coûté probablement aussi cher, mais quand on achète un condo, mon condo est à neuf, les frais de condo sont très bas, hein, parce que c'est un incitatif. C'est un incitatif à acheter le condo, mais l'année d'après, il avait déjà doublé, puis là, il s'est presque triplé, puis ça fait 5 ans. Alors, il faut être conscient de ça. Je suis consciente aussi que je n'ai pas d'autres frais que... Bien, j'ai mes frais ordinaires, mais j'ai pas d'autres frais d'entretien, puis tout ça. Puis vu que c'est un condo neuf, il n'y aura pas de gros frais pour quelque temps, oui, de toute façon. Mais je manque quand même... toute cette communauté-là, parce qu'un village, c'est comme à Buckingham, ici, tout le monde se connaît, tout le monde, on se promène dans la rue, on se dit bonjour, parce qu'on sait que si je le connais pas, il doit me connaître, ou vice-versa. Ce que je faisais à Ottawa en arrivant, je souriais à tout le monde, puis je disais bonjour, bien, ça se fait pas tellement bien, là, ça se voit pas tellement non plus. Alors, ça a été une part des choses que j'ai trouvées difficiles. Mais finalement, je m'aperçois que je retourne souvent à mes racines en brun. Et puis, j'ai le meilleur des deux mondes, finalement. Merci. Madame Murray,
Comment vous avez choisi là, la résidence, le Bel-Ange? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a aidé dans votre choix? Est-ce que vous avez... Non, moi, disons, ça faisait quand même une couple d'années que j'avais... Oui, vous l'avez dit tout à l'heure, mais est-ce que le choix a été fait par quelqu'un d'autre? Non. Non, c'est moi puis mon mari qu'on a décidé que c'était le temps d'aller dans une résidence dans le sens que c'est plus petit, c'est moins grand et il y a quand même possibilité d'avoir des repas si on veut aller à manger ou des choses comme ça. Non, il va y avoir une adaptation, ça c'est sûr et certain. Puis on va être capable je crois, de vivre avec ça. C'est plus... pour moi, en tout cas, c'est que j'espérais ça depuis plusieurs années. Là. Non, c'est parce que on m'a dit, d'après ce que j'ai lu dans les journaux, que le choix avait été fait de façon très judicieuse, à partir d'une liste, puis c'était de façon anonyme aussi, puis c'est pas n'importe qui pouvait demander une place à cet endroit-là. C'est pour ça que je te posais la question. Bien, disons que je pense qu'on est dans l'âge. Mon mari a quand même 77 ans. Je veux dire, on est quand même dans un âge où c'est qu'on peut être capable d'aller dans une résidence pour être plus protégé, être plus un entourage qui, quand même, on va être quand même en sécurité, là. Je veux dire, on a des choses qui vont nous avertir, qu'on peut avertir s'il y a un problème ou quelque chose que ce soit. Il va y avoir quand même une surveillance. Ah bon. Il va y avoir quand même des personnes qui vont être là sur place pour nous référer à certaines choses. Il va y avoir quand même Non, je crois qu'on va être très bien encadré dans le... Oui, puis vous êtes près de plusieurs services. Puis on a beaucoup aussi. de magasins tout le tour. Ça, Oui. ce que c'est qui va être le fun, c'est que on a le Canadian Tire, on a une pharmacie, on a le Maxi, on a des dépanneurs, on a tout là Oui. qui va être à notre portée. Le guichet automatique, les guichets l'autoroute automatiques. Puis quand vous parlez de savoir comment ça a été choisi, puis je pense que c'est la même chose pour elle, on devait fournir aussi notre rapport de l'impôt, notre cotisation. Je veux dire, ça se faisait pas comme ça, là. On devait fournir ça, là. Ah bon. Fait que je Merci, pense que le hein. choix a été, moi, à mon avis, puis je suis convaincue, c'était fait d'une façon très honnête. On nous avait dit au début, premier arrivé, premier servi, puis c'est canalisé, puis ça s'en va comme ça. Donc, il nous reste quelques minutes. Maintenant, si on avait, juste à revenir rapidement en quelques mots, est-ce que vous vous sentez plus heureuse plutôt que depuis que vous avez pris votre décision? Puis, est-ce que si vous aviez à revenir en arrière, est-ce que vous feriez le même choix, Madame la jeunesse? Oui. Moi, là, c'est définitif que je ferais le même choix. Oui, c'est sans aucun regret. Puis vous l'avez J'ai fait. été heureuse. Partout où je suis allée, j'étais heureuse là. J'étais heureuse là. Et là, je suis rendue là. Puis je pense que je suis venue au monde en me disant que je vais être heureuse. Ah, c'est bonne bon. Malgré toutes sortes d'embûches. Jacinthe, vous, est-ce que vous feriez le même choix? Oui, je suis très contente de mon choix. Puis je me dis, puis je trouve ça plaisant, parce que je me dis, ben maintenant que j'ai fait ce pas-là, je peux aller ailleurs maintenant. Finalement, c'est plaisant, les choix. Puis surtout que c'est un choix. Alors, j'imagine que ça doit être différent quand tu n'as pas le choix, mais quand c'est un choix, puis que tu l'as voulu, puis que tu l'as choisi à ta façon, moi, je pense que c'est bien. Alors, moi, je suis très heureuse de mon choix, puis ça, oui, je le referai encore. OK, merci beaucoup. Madame Murray, vous? Je vais dans la même idée que les deux personnes qui ont parlé avant moi. Je pense quand on a fait un choix, c'était déjà dans notre subconscient depuis plusieurs années, je pense qu'on est heureux dans ce que c'est qu'on fait. Et je ne regrette pas de l'avoir fait. Puis j'ai très hâte d'être dedans. Puis on a toujours le choix de rechoisir aussi. Oui, bien c'est ça. C'est des appartements qu'on a loués. Si on n'aime pas ça, dans un an,
On peut aller ailleurs, là, je veux dire, on n'est pas attitré là pour mourir là puis être définitif que c'est notre coin-là. Là. On a un choix à un moment donné de le faire pour un an. Si ça ne marche pas, qu'on n'est pas heureux, bien, il y a toujours possibilité d'aller ailleurs. Là. Je veux dire, Quand on n'est nos pas... enfants nous appuient aussi, là, puis nous supportent, ça aussi, c'est plus facile. Oui. Que de se faire placer ou Oui, moi, je me suis dit, imposer. je vais me placer avant qu'on me place. Madame Bouteau, un conseil en quelques minutes, parce qu'il nous reste à peine 3 minutes. Un conseil, là, que si on avait tout résumé, ce qui est pas facile. Bien, peut-être toute l'information que j'ai donnée se retrouve aussi sur le site Internet du CSS Papineau, tu sais, les options d'hébergement. Donc, vous pouvez retrouver ça là. C'est sûr que la meilleure chose, c'est d'avoir le choix, d'avoir le temps de réfléchir et tout ça. Par contre, des fois, la maladie, le problème de santé nous arrive. Mais c'est ça, au moins vous dire qu'on peut vous accompagner dans ces démarches-là. Des fois, c'est un peu long, mais on est toujours là aussi, là, avant et pendant, jusqu'au temps qu'il y aura un hébergement pour la personne. Donc, Oui. Oui. Oui, il nous reste 2 minutes. Oui, mais on parle toujours d'Internet. Hein? Je ne sais pas si vous êtes au courant, les 80 ans et plus là, sont assez rares qui sont capables d'aller là-dessus. Est-ce qu'ils peuvent se rendre au CLSC puis avoir des renseignements? Oui, certainement. Oui. Okay. Oui, il y a l'accueil social là, sur la rue, juste à côté ici, là, sur la rue McLaren. Oui. Il ne faudra pas oublier aussi le guichet unique. Au 2 Depuis le 17 mai 2013. Oui, c'est ça. Il y a une ligne téléphonique, le 211, où ce que vous pouvez appeler, ils peuvent vous renseigner sur toute une gamme de services, là, autant communautaires que privés et publics. C'est bien. Oui. Dans tous les domaines? Dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Oui. Pas juste que rapport au CLSC. Et c'est une voix humaine, c'est une personne qui répond, et non pas un répondeur. C'est bien. Non, c'est pas avec le CLSC, c'est vraiment un projet. C'est le projet je pense, des MRC de la région qui ont adhéré à un projet qui est provincial. Donc, malheureusement, on va devoir arrêter là. Je pense, Marie, que ça a été très intéressant. Donc, je remercie d'avoir nos panélistes, d'avoir nous aidé à avoir fait le tour de cette question. C'est pas une question, c'est pas un choix facile, on l'a vu. Maintenant, il y a un mot important dans tout ça, c'est qu'il y a le mot choix. Je pense qu'on a de plus en plus de possibilités. Je pense, comme Mme Bouteau l'a dit, c'est pas toujours facile de faire le choix, puis souvent, le choix nous est imposé. Je pense qu'une chose qu'on pourrait peut-être dire ou peut-être mentionner, c'est qu'avant qu'on soit plus en position de choisir, peut-être de commencer à en parler avec notre entourage, nos parents, nos amis, pour essayer de faire connaître nos choix. Donc, sur ce, je vais vous dire bonjour, chers téléspectateurs. Merci encore une fois aux panélistes. Puis surveillez l'horaire de la TVC Basse-Lièvre pour voir la suite de nos émissions. Merci. Bonne fin de journée.